Bonjour à tous. Je vous ai proposé une lecture expressive du spleen 62 des Fleurs du Mal de 1857 et une lecture expressive du spleen 78 des Fleurs du Mal de 1861. Ces lectures ont mis en lumière l'existence de deux recueils très proches et pourtant différents, publiés à 4 ans d'intervalle. Aujourd'hui, je vous propose une présentation et une comparaison de ces deux ouvrages. Commençons par nous intéresser au premier recueil des Fleurs du Mal, publié en 1857. On observe que le titre annonce d'emblée une écriture puissante et originale. La fleur est un motif poétique traditionnel qui symbolise le plus souvent la beauté. Les fleurs suggèrent ainsi une écriture sensible et sensuelle qui donne à voir et à sentir toutes les formes de beauté. L'alliance surprenante des fleurs et du mal révèle quant à elle une écriture antithétique et paradoxale qui entrechoque et unit dans un même élan des mouvements contraires. La formule fleur du mal met par ailleurs en lumière une écriture polysémique et ambiguë. Ces différents sens frappent comme par magie l'esprit, s'entremêlent, s'opposent ou bien se superposent dans la valse infinie des possibles. Les fleurs représentent-elles les poèmes ou bien les beautés chantées dans les poèmes? S'enracinent-elles dans le mal ou bien sont-elles possédées et manipulées par le mal? S'agit-il des beautés du mal ou des beautés d'un idéal rêvé? Parmi tous les sens possibles du titre, on peut en saisir 4 qui reflètent assez bien les poèmes du recueil. Le titre peut ainsi suggérer des poèmes qui, enracinés dans le mal, offrent à voir des beautés qui échappent à la sinistre réalité, beautés rêvées, désirées, passées, lointaines, passagères, surprenantes, artistiques ou encore artificielles. Le titre peut également évoquer des poèmes qui, possédés par le mal, en déploient les douleurs, les laideurs. De même, il peut annoncer des poèmes qui, manipulés par le mal, en célèbrent les beautés dangereuses, vénéneuses. Enfin, ce titre annonce toujours des poèmes très puissants, des fleurs poétiques qui, par leur magie même, leur magie alchimique, accueillent le mal et le métamorphosent en or poétique. Le recueil de 1857 donne ensuite à lire une épigraphe très intéressante, tirée du livre 2 des Tragiques d'Agrippa d'Aubigné. On dit qu'il faut couler les exécrables choses dans le puits de l'oubli et au sépulcre enclose, et que par les écrits le mal ressuscité infectera les mœurs de la postérité. Mais le vice n'a point pour mère la science, et la vertu n'est pas fille de l'ignorance. Agrippa d'Aubigné est un homme de guerre et poète baroque français. Son œuvre Les Tragiques, publiée en 1616, dépeint et dénonce avec une violence très choquante les persécutions subies par les protestants durant les guerres de religion. On observe que l'extrait choisi par Baudelaire possède un sens moral qui tente à protéger les tragiques de la critique. Il expose tout d'abord un point de vue qui ordonne d'oublier les horreurs de la vie et prétend que les textes qui les révèlent les font revivre et en infectent les générations à venir. À ce point de vue, affaibli par la tournure on-dit, il oppose vivement deux vérités générales. Le savoir n'engendre pas le vice et l'ignorance n'engendre pas la vertu. De cette manière, Agrippa d'Aubigné suggère que son ouvrage dépeint le mal pour instruire les hommes et qu'il n'est, en cela, ni immoral ni condamnable. En reprenant les 6 vers des Tragiques dans ses Fleurs du mal, Baudelaire enveloppe son œuvre de la même lumière protectrice. Elle apparaît alors comme une création innocente dont la peinture du mal est au service du savoir. Le recueil de 1857 présente ensuite une dédicace à Théophile Gautier. Au poète impeccable, au parfait magicien langue française, à mon très cher et très vénéré, maître et ami, Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. On observe en premier lieu que la lecture de l'épigraphe oriente celle de la dédicace et en éclaire un sens moral. Elle invite ainsi à saisir l'adjectif impeccable dans son sens étymologique qui suggère la pureté morale de l'œuvre de Théophile Gautier. En effet, issu du latin impeccabilis, l'adjectif impeccable signifie, à l'origine, incapable de péché. Or, en présentant Théophile Gautier comme son maître et ami, Baudelaire semble signifier, dans un même mouvement, qu'il est, ou tend à être, à son image, un poète irréprochable. La dédicace souligne ainsi l'innocence de son œuvre, révélée plutôt par l'épigraphe, et tisse autour des fleurs du mal un nouveau voile protecteur. L'adjectif impeccable, qui signifie par extension sans faute, célèbre par ailleurs le travail poétique de Théophile Gautier. Romantique,
puis défenseur de l'art pour l'art et précurseur du mouvement parnassien, Théophile Gautier conçoit la poésie comme un travail d'orfèvrerie. Le poème est pour lui un bijou minutieusement sculpté dans l'émail ou la pierre, selon un idéal de perfection formelle. L'admiration de Baudelaire pour la beauté des vers de son maître et ami ne manque pas de souligner l'attention qu'il porte lui-même à la beauté poétique, qu'il met d'ailleurs en valeur dans son titre. Les fleurs représentent en effet ces perfections formelles. On observe alors l'originalité de Baudelaire, pour qui la beauté poétique n'est ni unique, ni figée dans une belle pierre, comme celle de son maître, mais au contraire, plurielle, vivante, changeante, paradoxale et intimement liée au mal. La dédicace célèbre ainsi le maître et suggère dans un même élan que la plume de Baudelaire, nourrie de romantisme et de Parnasse, chemine en liberté et ne s'inscrit ni ne s'enferme dans un mouvement particulier. Baudelaire admire ensuite le parfait magicien, le poète capable de sublimer la réalité par la puissance de son art. Et cette célébration jette immanquablement une lumière sur l'importance pour Baudelaire de la magie poétique qu'il révèle dès le titre, puissante et alchimique. Le recueil met ensuite en relief un poème isolé et non numéroté, intitulé « Au lecteur ». Ce texte se donne à lire comme une préface qui éclaire le sens et l'originalité de l'œuvre tout entière. On remarque tout d'abord que ce poème reflète simultanément trois des sens suggérés par le titre Fleur du mal. Enraciné dans le mal, il représente avec violence les laideurs morales, profondes et multiples du poète et de l'humanité tout entière. Il révèle également les charmes du mal, auxquels le poète, et tous les humains avec lui, trouvent des appas. Enfin, sa force évocatoire incroyable transforme le mal en or poétique. Mais on observe aussi et surtout que le poème met en scène un processus chimique qui offre une clé de lecture très importante. Voici les quelques vers qui le mettent en lumière. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan Trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté, et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent, aux objets répugnants nous trouvons des appas, chaque jour vers l'enfer nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Satan Trismégiste est un personnage surprenant qui fusionne deux êtres de cultures différentes. Satan est, dans la Bible, un ange qui s'est retourné contre Dieu et qui représente le mal. Le nom Trismégiste renvoie, quant à lui, à un personnage mythique de l'antiquité gréco-égyptienne, issu d'une fusion du dieu égyptien Thoth, dieu des savoirs cachés, et du dieu grec Hermès, messager des dieux et conducteur des âmes en enfer. On lui attribue l'écriture de textes ésotériques qui ont nourri par la suite les travaux des alchimistes du Moyen Âge. Satan Trismégiste est ici présenté comme un savant chimiste qui réduit en vapeur l'or de notre volonté. Il opère donc sur les êtres humains une alchimie inversée. Cette opération démoniaque tente à expliquer pourquoi les hommes portent en eux tant de laideur et pourquoi le poète, homme parmi les hommes, crée des œuvres enracinées dans le mal. Et là ne s'arrête pas l'œuvre du diable. En effet, les vers suivants « C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent, aux objets répugnants nous trouvons des appas » suggèrent l'idée que Satan métamorphose ensuite, aux yeux des humains dégradés, la boue du mal en or diabolique. Cette manipulation satanique éclaire la raison pour laquelle Baudelaire, manipulé par le diable, comme tous les humains sur la terre, compose des poèmes qui représentent les beautés et les charmes du mal. Et cela entre en résonance avec l'épigraphe et la dédicace. En effet, aussi violente soit-elle, l'œuvre de Baudelaire ne semble pas vicieuse puisqu'elle se présente comme une lumière qui révèle les actions sataniques dont les êtres humains sont victimes. On remarque même qu'en transfigurant le mal par la magie alchimique de sa poésie, Baudelaire semble triompher à sa manière des forces maléfiques, car il les manipule à son tour pour recréer de la valeur, de la beauté, de l'or poétique. Le dernier point qu'il me semble essentiel de souligner, c'est qu'à travers ce poème liminaire, Baudelaire nous associe à l'expérience humaine et poétique qu'il nous offre maintenant à lire. L'emploi du nous dans ce texte le révèle, et le dernier vers le souligne. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. En 1857, l'expérience humaine et poétique s'offre au lecteur sous la forme de 100 poèmes, organisés en 5 sections différentes. Spleen et idéal, Fleur du mal, Révolte, Le vin, et enfin, La mort. Riche de 77 poèmes, Spleen et idéal s'ouvre sur la naissance du poète et représente tous les visages d'une existence déchirée entre un idéal rêvé et l'incontournable spleen. Composé de 12 poèmes, Fleur du mal reflète ensuite
des débauches qui entremêlent les beautés féminines et les plaisirs sensuels à toutes les violences possibles du mal. Révolte, en 3 poèmes, révèle la déréliction du poète qui se sent abandonné par un Dieu indifférent aux douleurs et aux plaintes humaines. Dans cette section, le poète rejette Dieu et remet sa vie entre les griffes du diable. Le vin, en 5 poèmes, présente une fuite consolatrice mais vaine dans l'ivresse. Enfin, le recueil se referme sur une mort désirée et consolatrice qui porte en elle l'espoir d'un renouveau heureux. Malheureusement pour Baudelaire, son œuvre a suscité l'indignation et 6 de ses poèmes ont été condamnés par la justice pour immoralité. Les bijoux, le Léthé, À celle qui est trop gaie, Lesbos, Femme damnée et les Métamorphoses du vampire. Je précise que le recueil de 1857 présente 2 poèmes intitulés Femme damnée et que seul celui qui commence par « à la pâle clarté » a été censuré. Baudelaire a donc dû retravailler son œuvre, qui a été publiée une 2e fois en 1861. On remarque alors que le poète ne s'est pas contenté de modifier les 6 poèmes censurés, ni même de les remplacer par 6 autres. Il a remanié en profondeur l'ensemble de son recueil. Le titre puissant et original Fleurs du mal est parfaitement identique. L'épigraphe, dont la vertu protectrice c'est, en 1857, révélée vaine, a été supprimée. La dédicace à Théophile Gautier est restée telle quelle. On observe simplement une correction de l'emploi de S qui était fautif en 1857. S est un mot ancien qui était très courant au Moyen-Âge. Il est la contraction de enlé et appelle en cela un pluriel. Le parfait magicien S langue française de 1857 a donc plus justement laissé place, en 1861, au parfait magicien S lettres françaises. Le haut lecteur est toujours présent, identique au premier, à quelques variations près. En revanche, le recueil offre une nouvelle expérience humaine et poétique à travers 126 poèmes, 6 sections et de nombreux bouleversements. Le deuxième voyage mérite d'être observé avec attention, car son itinéraire a été travaillé avec soin et apporte un sens nouveau. Nous avions déjà perçu, dans le recueil de 1857, que les textes s'éclairaient les uns les autres et qu'il importait de les lire les uns après les autres. Baudelaire souligne pour ce recueil l'importance d'une lecture attentive et continue dans une lettre adressée à son ami Alfred de Vigny en 1861 et dans laquelle on peut lire. Le seul éloge que je sollicite pour ce livre est qu'on reconnaisse qu'il n'est pas un pur album et qu'il a un commencement et une fin. La première section s'intitule toujours Spleen et idéal. Elle comporte de nouveaux poèmes et certains ont été déplacés. Cet enrichissement et ce réagencement accroissent le déchirement terrible entre le spleen et l'idéal au cœur du drame baudelairien. On est particulièrement sensible au nouveau poème intitulé Alchimie de la douleur, qui présente un imaginaire gouverné par un principe si négatif qu'il produit, sur la réalité, une alchimie inversée. On peut ainsi y lire. Hermès inconnu qui m'assiste et qui toujours m'intimida, tu me rends l'égal de Mida, le plus triste des alchimistes. Par toi je change l'or en fer et le paradis en enfer. La puissance destructrice de la poésie rappelle ici l'action diabolique du Satan trismégiste du haut lecteur qui dégrade le riche métal de la volonté humaine. Or, le lecteur attentif, curieux et actif, qui a cherché, lors de sa lecture du haut lecteur, à connaître l'étonnant Satan trismégiste, sait qu'il cache le nom d'Hermès. La puissance négative qui influence ici l'écriture baudelairienne ne ressemble donc pas seulement à celle du Satan trismégiste du haut lecteur, elle semble être celle de ce personnage si particulier. On peut penser qu'ici, Satan trismégiste n'a pas seulement vaporisé la volonté du poète, il a pris le contrôle de son imaginaire, de son inspiration et de sa création. Et cette interprétation confirme et souligne le développement de l'écriture du mal dans le recueil de 1861. D'autre part, cette interprétation met à nouveau en lumière l'importance d'une lecture progressive et attentive, d'une recherche des signes et des sens cachés, et d'une écoute des résonances pour accéder au sens puissant des poèmes. On remarque que la deuxième section, intitulée Tableau parisien, est une création qui place de façon moderne la ville au cœur même de la poésie. Cette section présente 18 poèmes. Quelques-uns existaient déjà dans le recueil de 1857, les autres sont tout nouveaux. Le poète rend sensible ce qu'il y a d'éternel dans le spectacle sans cesse changeant de la ville, et cela ne va pas sans rappeler la définition qu'il offre de la modernité, en 1863, dans son œuvre intitulée « Le peintre de la vie moderne », et dans laquelle on peut lire « La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable.
On observe par ailleurs que cette section développe l'écriture du mal en l'étirant notamment au deuil d'une ville en pleine transformation et à tout ce que cette capitale présente de plus sinistre, fragile, misérable et souffrant. La troisième section est désormais le vin. À quelques variantes près, les poèmes sont identiques à ceux de 1857 et ils sont ordonnés de la même manière. Mais au lieu de mener à la mort, ils mènent aux luxures terribles des fleurs du mal. Cette quatrième section s'est allégée de 3 poèmes censurés. Lesbos, les femmes damnées commençant par À la pâle clarté et les métamorphoses du vampire. Les 9 poèmes conservés sont quasiment les mêmes qu'en 1857, ils se présentent dans le même ordre et mènent toujours à la révolte. Cette 5e section a également très peu changé, elle mène toutefois directement à la mort. Cette 6e et dernière section, en revanche, présente une différence très importante. Elle a gonflé, passant de 3 à 6 poèmes. À quelques variantes près, les 3 premiers poèmes sont identiques à ceux de 1857 et ils s'ordonnent de la même manière. Ils offrent toujours une vision réconfortante de la mort, en laquelle pointe l'espoir d'un renouveau heureux. On observe que les 2 nouveaux poèmes qui les suivent jettent une lumière glaçante en soulignant le dégoût de la vie et en infusant une peur nouvelle, celle de revivre, après la mort, le même enfer que sur la terre. Le dernier poème intitulé Le Voyage semble relier tous les poèmes de la section en reflétant tout à la fois le spleen terrible de la vie, l'ardent désir d'une mort consolatrice et l'espoir d'un renouveau au fond de l'inconnu. Le titre de ce poème suggère la fin de l'aventure humaine et poétique proposée par les fleurs du mal et le départ pour un nouveau voyage. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai une étude des variations du spleen 62 des fleurs du mal de 1857 et du spleen 78 des fleurs du mal de 1861 pour analyser de façon plus détaillée l'originalité et l'évolution de l'écriture baudelairienne. Je vous dis donc à bientôt!